le whisky me brûla moins la gorge qu'il n'aurait dû. Je sirotais le même verre depuis 1 heure, regardant le liquide accrocher la lumière de la lampe dans mon bureau, songeant à la façon dont un seul instant peut détruire tout ce que vous avez passé des années à construire. Dehors, la pluie d'automne tambourinait contre les fenêtres de notre pavillon de banlieue. La même maison que Céline et moi avions achetée il y a 3 ans, lorsqu'elle avait quitté son poste dans le marketing pour se concentrer sur notre projet de fonder une famille. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas des mois plus tôt. Les signes étaient là, cachés à la vue de tous comme un code source mal documenté. Mais je suis ingénieur système, pas analyste de couple. Je résous des problèmes avec des réseaux et des serveurs, pas avec des cœurs et des mensonges. Tout a commencé par quelque chose d'aussi banal que des clés de voiture. Le jeudi 15 octobre, au soir. Céline était rentrée précipitamment de son club de lecture, les bras chargés de courses, fouillant maladroitement dans son sac à main surdimensionné. « Thomas, tu peux attraper mes clés ? Elles sont quelque part dans ce trou noir », avait-elle ri. Le même rire qui m'avait fait tomber amoureux d'elle 8 ans auparavant. Je travaillais sur mon ordinateur portable, révisant les protocoles de sécurité pour la mise à niveau du réseau d'un client. Rien de plus simple. Plonger la main dans son sac, trouver les clés, retourner au travail. Mes doigts ont contourné son portefeuille, son baume à lèvres, des mouchoirs, les débris habituels de la vie quotidienne. Puis, ils ont trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une boîte neuve de préservatifs Durex, non ouverte, encore dans le sac de la pharmacie avec un reçu daté de l'après-midi même. Le monde a basculé. Pas de manière dramatique, pas comme dans les films où tout s'écrase et brûle au ralenti. Ce fut plus silencieux que ça, une défaillance systémique, comme regarder des messages d'erreur s'enchaîner sur un écran lorsqu'un processus critique échoue. Céline et moi essayions de concevoir un enfant depuis plus d'1 an. Elle avait acheté des kits d'ovulation, suivi ses cycles, planifié notre intimité. Elle s'était renseignée sur les régimes de fertilité, les vitamines prénatales et les prénoms de bébé. Elle m'avait montré des tableaux Pinterest de décoration de chambres d'enfants et avait parlé de laisser de la marge dans notre budget pour les visites chez le pédiatre. Pourquoi une femme désespérée de tomber enceinte achèterait-elle des préservatifs ? Tu les as trouvés, m'appela Céline depuis la cuisine, sa voix portant cette gaieté un peu forcée qu'elle avait développée récemment. Ouais, je les ai-je répondu. Ma voix semblait normale. C'était l'entraînement à la gestion de crise. Maintenir les systèmes en marche pendant que l'on diagnostique le problème. J'ai replacé les préservatifs exactement là où je les avais trouvés, sous une pile de reçus, et j'ai apporté ses clés dans la cuisine. Céline rangeait les courses avec une efficacité mécanique, ses mouvements rapides et déterminés. Elle avait récemment changé de coiffure. De subtils reflets qui accrochaient la lumière du plafond différemment. Quand avait-elle fait ça ? Comment c'était, le club de lecture, ai-je demandé, scrutant son visage à la recherche d'un indice. Oh, tu connais Sophie et ses drames. Juliette a encore apporté cette salade de quinoa. Elle ne m'a pas regardé, se concentrant intensément sur l'agencement des pots de yaourt dans le réfrigérateur. Son alliance a accroché la lumière. Elle la portait toujours, mais j'avais remarqué qu'elle l'enlevait de plus en plus souvent à la maison, prétendant qu'elle la serrait trop. J'avais assisté à suffisamment de soirées de son club de lecture pour connaître les femmes par leur prénom, mais dernièrement, elle restait vague sur les détails. Quand je l'avais interrogée sur la sélection en cours le mois dernier, elle avait fait une pause trop longue avant de mentionner un roman d'amour que je ne l'avais jamais vu lire. Quel est le livre de ce mois-ci, ai-je insisté. Nouvelle pause. C'est. Nous lisons un classique, quelque chose de Gustave Flaubert. Elle a refermé le réfrigérateur avec plus de force que nécessaire. Je suis épuisé. Je crois que je vais prendre un bain et me coucher tôt. Gustave Flaubert, assez vague pour être crédible, mais je lui avais offert une édition originale de Madame Bovary pour notre anniversaire, il y a 2 ans. Le livre était toujours sur sa table de nuit, le marque-page positionné exactement là où elle l'avait laissé après avoir lu les 3 premiers chapitres. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'elle, écoutant sa respiration, cataloguant tout ce qui avait changé ces derniers mois, son soudain intérêt pour la salle de sport 3 fois par semaine, de nouveaux sous-vêtements, des choses en dentelle qui avaient remplacé son habituel coton pratique. La façon dont elle était devenue protectrice avec son téléphone, l'emmenant aux toilettes, le gardant face contre table pendant le dîner. Le plus révélateur était le changement dans son enthousiasme pour notre projet de faire un bébé, alors qu'elle était autrefois celle qui suivait les fenêtres d'ovulation et planifiait notre intimité. Dernièrement,
elle semblait distraite lors de nos tentatives de conception. Elle faisait les mouvements, mais mentalement, elle était ailleurs. Je suis méthodique de nature. C'est ce qui me rend doué dans mon travail. Lorsqu'un système présente un comportement anormal, vous ne l'ignorez pas. Vous enquêtez. Vous rassemblez des données. Vous identifiez la cause profonde. Céline a bougé à côté de moi, se détournant dans son sommeil. L'horloge numérique affichait 2h47, projetant sa lueur rouge sur le plafond de notre chambre. J'ai toujours été doué pour résoudre les problèmes. Celui-ci prendrait juste un peu de temps. Le lendemain matin ressemblait à une opération de maintenance sur un système en direct. Tout devait fonctionner normalement pendant que je menais mon enquête. Céline est sortie de la salle de bain dans son peignoir en tissu éponge, les cheveux humides de la douche, ressemblant à la femme que j'avais épousée. Mais maintenant, j'analysais son comportement à travers un filtre différent. Le café est prêt, ai-je dit, en lui tendant son mug préféré, celui avec le labrador en dessin animé qui disait « La vie est plus belle avec un chien », que nous avions acheté lors de notre voyage à Annecy au printemps dernier. « Merci, mon chéri. » Elle a accepté le mug, ses doigts effleurant brièvement les miens. J'ai remarqué que son alliance avait encore disparu. « La bague est chez le bijoutier », ai-je demandé avec désinvolture. Toujours à la mise à taille. Ils ont dit qu'il leur faudrait encore une semaine. Elle s'est dirigée vers la fenêtre, fuyant mon regard. Des projets pour aujourd'hui. J'ai gardé un ton décontracté tout en ouvrant mon ordinateur portable pour vérifier les alertes de la nuit sur les systèmes de mes clients. Je rejoins Juliette pour le déjeuner, puis quelques courses. Oh, et le supermarché, encore. J'ai oublié d'acheter du lait hier. Elle évoluait dans la cuisine avec une efficacité habituelle, préparant son petit déjeuner typique composé de yaourt grec et de granola. Juliette, au moins, c'était quelqu'un que j'avais déjà rencontré, contrairement à la liste grandissante d'amies mystérieuses qu'elle mentionnait ces derniers temps. Quand j'avais suggéré des activités de couple avec ses nouvelles amies, Céline avait toujours des excuses. Elle traversait des divorces, n'était pas prête à socialiser avec des couples, avait besoin de temps entre filles. Après que Céline soit partie pour son déjeuner avec Juliette, j'ai pris une décision qui aurait horrifié le mari confiant que j'étais 48 heures plus tôt. J'ai conduit jusqu'à la Fnac et j'ai acheté un petit traceur GPS en espèces, le genre commercialisé pour les parents âgés ou les adolescents, techniquement légal puisque la voiture était immatriculée à nos deux noms. Cet après-midi-là, j'ai appelé maître Mathilde Leroy, une avocate spécialisée en divorce dont j'avais trouvé le nom grâce à une recherche Google discrète. Son bureau se trouvait en centre-ville, dans un bâtiment abritant des sociétés de gestion de patrimoine et des détectives privés. Maître Leroy avait des traits fins et un franc-parler, probablement dans la cinquantaine, avec des cheveux gris acier et des yeux qui avaient vu toutes les variations possibles de la trahison humaine. Monsieur Morel, merci d'être venu. Vous avez mentionné au téléphone que vous soupçonnez votre femme d'avoir une liaison. Je sais qu'elle en a une. J'ai expliqué l'histoire des préservatifs, les changements de comportement, le réseau grandissant d'activités mystérieuses. Maître Leroy a pris des notes sur un bloc-notes juridique, son expression professionnellement neutre. L'adultère affecte le partage des biens dans ce pays, dit-elle. Mais nous aurons besoin de preuves, photos, communication, témoignages. Plus vous fournirez de preuves, meilleure sera votre position. Et notre maison, nos investissements, ai-je demandé. Les biens matrimoniaux sont divisés, mais une infidélité documentée peut influencer la décision du juge quant à qui obtient quoi. La maison, les véhicules, les comptes épargne-retraite, tout est potentiellement négociable si nous pouvons prouver qu'elle a violé le contrat de mariage. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine. De quoi avez-vous besoin de ma part? De tout ce que vous pouvez documenter sans enfreindre la loi. Des relevés téléphoniques si vous y avez accès. Des relevés bancaires montrant des dépenses inhabituelles, et si vous pouvez les surprendre ensemble. Elle a fait glisser une carte de visite sur le bureau. Ce détective est excellent, très discret. Je n'ai pas besoin d'un détective, ai-je répondu. Maître Leroy a haussé un sourcil. Monsieur Morel, je comprends que vous soyez en colère, mais cela nécessite un professionnel. Je suis ingénieur système. Je sais comment rassembler des données. J'ai tout de même empoché la carte du détective. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une stratégie juridique. Au cours des 10 jours suivants, j'ai surveillé les déplacements de Céline via l'application GPS sur mon téléphone tout en maintenant la façade d'une vie conjugale normale.
Ses routines quotidiennes étaient pour la plupart prévisibles. Salle de sport, courses, déjeuner avec divers amis. Mais il y avait des anomalies. Des arrêts à des endroits qui ne correspondaient pas à ses activités déclarées. Un trou de 40 minutes à ce que Google Maps identifiait comme une adresse résidentielle à l'autre bout de la ville. Une visite de 2 heures dans un café qui, quand je suis passé devant plus tard, était clairement fermé pour rénovation. Les preuves les plus accablantes provenaient de nos relevés de cartes de crédit communes. Des débits que j'avais initialement ignorés formaient maintenant un motif clair. Le bar d'un hôtel dans le quartier d'affaires, une boutique de lingerie dont elle ne m'avait jamais parlé, un restaurant en banlieue où elle était censée avoir déjeuné avec des copines. Sauf que le reçu indiquait 2 plats principaux et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ce qu'elle dépensait habituellement pour une semaine entière de courses. Durant cette période, Céline a acheté de nouveaux vêtements, des articles que je ne l'avais jamais vu porter, une robe noire qui épousait sa silhouette différemment de son style habituel, un chemisier en soie bordeaux profond, des talons avec des lanières aux chevilles. Quand je l'ai interrogée à ce sujet, elle a mentionné vouloir quelque chose de chic pour diverses occasions sociales avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Le mercredi 25 octobre, j'avais réuni assez de preuves pour remplir un dossier cartonné. Le jeudi, je m'étais préparé pour la confrontation que je savais imminente. Le vendredi soir, 25 octobre, Céline a annoncé qu'elle allait dîner avec d'anciennes amies du travail. Un autre alibi créatif. Elle était au chômage depuis 3 ans, se concentrant sur nos tentatives de fonder une famille. Quelles anciennes collègues, ai-je demandé. Oh, juste quelques filles de mon ancienne agence de marketing. On essaie de se voir une fois par mois. Elle se maquillait devant sa coiffeuse, se transformant en quelqu'un que je reconnaissais à peine. La robe noire, les nouveaux talons, ses cheveux coiffés en de larges ondulations qui encadraient son visage différemment. Je croyais que tu avais perdu contact avec la plupart d'entre elles, ai-je répondu. On a repris contact sur Facebook. Elle a ri, mais cela sonnait creux. Tu sais comment les réseaux sociaux rapprochent les gens. J'ai regardé ma femme se préparer pour rencontrer un autre homme tout en mentant au sujet d'un dîner avec des collègues fictives. Le traceur GPS était fixé sous le pare-chocs arrière de sa voiture, caché, mais transmettant sa position toutes les 30 secondes. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon bureau, surveillant ses mouvements sur mon téléphone. Le point bleu qui représentait la voiture de ma femme se déplaçait sur la carte numérique, ne se dirigeant vers aucun restaurant ni aucune réunion d'anciennes collègues, mais vers l'autoroute. 25 minutes plus tard, elle est arrivée dans un motel en bord de route, à 25 km de notre banlieue. J'ai attrapé les papiers du divorce que Maître Leroy avait préparés et je me suis dirigé vers ma voiture. Le relais du soleil n'était pas le genre d'endroit que l'on trouve dans les guides touristiques. De plein pied, probablement construit dans les années 1970 avec des murs en stuc rose et un panneau néon, chambre libre, qui clignotait par intermittence. Le parking était à moitié vide, la plupart des places occupées par des camions longue distance et des voitures qui avaient connu de meilleures décennies. Je me suis garé sur une place en face de la réception du motel, l'enveloppe Kraft contenant les papiers du divorce sur mon siège passager. Mon téléphone indiquait que la voiture de Céline était garée près de la chambre 117, bien que je ne puisse pas la voir depuis ma position. L'horloge numérique affichait 19h43. Pendant 20 minutes, je suis resté assis dans ma voiture pour assimiler le caractère définitif de l'instant. Ce n'était plus hypothétique, il ne s'agissait plus de comportements suspects ou de preuves circonstancielles, mais de ma femme dans un motel avec un autre homme. Le traceur GPS avait été abstrait jusqu'à présent. Des points de données sur un écran. Mais Céline était à 50 mètres, probablement déjà au lit avec quelqu'un dont je ne connaissais même pas le nom. À 20h05, un pick-up blanc est entré sur le parking. Un Ford Ranger, vieux d'environ 5 ans, avec du matériel d'entrepreneur visible à l'arrière. Le conducteur était grand, les épaules larges, vêtu d'un jean et d'une chemise à carreaux, les cheveux bruns, la mâchoire mal rasée, le genre d'apparence robuste qui contrastait fortement avec mon physique d'employé de bureau. Il s'est dirigé directement vers la chambre 117. Aucune hésitation, aucune vérification des numéros de chambre. C'était une routine. La porte s'est ouverte avant même qu'il ne puisse frapper. Céline est apparue sur le seuil, vêtue de la robe noire, le visage illuminé par un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Une joie pure, un bonheur sans réserve. Elle ressemblait à la femme dont j'étais tombé amoureux, à l'exception près qu'elle ressentait cette joie pour quelqu'un d'autre. Ils se sont enlacés sur le pas de la porte, les mains de l'homme se posant sur sa taille, les bras de Céline autour de son cou.
Même depuis l'autre bout du parking, leur intimité était évidente. Ce n'était pas un développement récent. Ils bougeaient ensemble avec une familiarité confortable. Je suis resté dans ma voiture pendant encore 10 minutes, fixant la porte fermée de la chambre 117, laissant la réalité s'installer. Ma femme était à l'intérieur de cette chambre de motel avec un autre homme, probablement déjà déshabillé, faisant des choses qu'elle avait l'habitude de faire avec moi. La femme qui avait été trop fatiguée pour avoir une intimité avec son mari au cours du mois passé débordait d'assez d'énergie pour vivre des liaisons dans des motels miteux. À 20h20, je suis sorti de ma voiture. L'enveloppe Kraft semblait peser plus lourd qu'elle n'aurait dû. Alors que je traversais le parking, la chambre 117 se trouvait à l'extrémité du bâtiment, à l'écart de la réception et de la route principale. Discret. Ils avaient bien choisi. J'ai frappé 3 fois. Des coups fermes et autoritaires qui ne pouvaient pas être confondus avec le service de ménage ou la maintenance. 1 minute, a répondu la voix de Céline, étouffée par la porte et légèrement haletante. Des pas précipités. Une conversation à voix basse. D'autres pas. La porte s'est ouverte, révélant Céline dans sa robe noire, les cheveux légèrement ébouriffés mais par ailleurs composés. Son expression est passée de la confusion à la reconnaissance, puis à la terreur absolue en l'espace de 3 secondes. Thomas, murmura-t-elle. Céline. J'ai brandi l'enveloppe Kraft. Je t'ai apporté quelque chose. Derrière elle, l'homme du pick-up se tenait près du lit, la chemise déboutonnée, ayant l'air de décider s'il devait fuir ou se battre. La pièce sentait son parfum et l'intimité. Ce n'est pas. Nous n'étions pas, la formation en marketing de Céline ne l'avait pas préparé à cette conversation. Céline, je te présente Damien, ai-je dit en désignant l'homme. Damien, voici le mari de Céline. Celui avec qui elle est mariée depuis 8 ans pendant qu'elle s'envoie en l'air avec toi dans des chambres de motel. Le visage de Damien a rougi. Écoute, mec. Je ne savais pas qu'elle était. Si, tu le savais, les jeux interrompus, gardant ma voix calme et conversationnelle. Tu sais exactement ce que c'est. Vous vous retrouvez ici depuis des semaines. Tu connais son emploi du temps, son mariage, sa situation. J'ai regardé de nouveau Céline. Depuis combien de temps? Elle pleurait maintenant. Son mascara créait de sombres traînées sur ses joues. Thomas, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Je lui ai tendu l'enveloppe. Les papiers du divorce. L'adultère est cité comme motif. J'ai des photos, des données de suivi GPS, des relevés de cartes de crédit, et maintenant un témoignage oculaire. Céline fixait l'enveloppe comme si elle allait exploser. Nous n'avons pas. Il ne s'est encore rien passé ce soir. Ça n'a pas d'importance, ai-je répondu. Ces 4 mots l'ont frappée comme un coup physique. Elle s'est effondrée sur le bord du lit, tenant toujours l'enveloppe. Damien s'est avancé, décidant apparemment de jouer l'amant protecteur. Vous ne pouvez pas juste. Je le peux, et je l'ai fait. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Tu es Damien Girard. Tu habites au 12 rue des Pins, appartement 2B. Tu conduis un Ford Ranger de 2019, plaque d'immatriculation ABE 345 CD. Tu es un entrepreneur qui a travaillé sur la rénovation de la maison de la famille Martin. À 3 rue de la mienne. C'est comme ça que tu as rencontré ma femme. Son visage a pâli. J'avais fait mes recherches. Ce que j'essaie de décider, ai-je poursuivi, c'est si tu vaux la peine que je te détruise. Céline était ma femme. Alors elle aura droit au traitement complet. Tu n'es qu'un minable qui n'a pas su garder sa braguette fermée. La question est de savoir si tu mérites des conséquences allant au-delà de la perte de ta petite amie mariée. Thomas, s'il te plaît. Céline sanglotait. On peut arranger ça. Une thérapie de couple, tout ce que tu voudras. Lis les papiers, Céline. Ne rentre pas à la maison. Tes affaires seront emballées et livrées chez tes parents d'ici dimanche. Les serrures sont déjà changées. Je me suis tourné à nouveau vers Damien, qui était maintenant complètement habillé et s'éloignait vers la porte. Quant à toi, Damien. Reste loin de ma femme. Reste loin de mon quartier. Et réfléchis peut-être à la question de savoir si tu veux continuer à faire des chantiers résidentiels dans le coin.
C'est incroyable à quelle vitesse la rumeur se propage sur les entrepreneurs à qui l'on ne peut pas faire confiance auprès des femmes mariées. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Oh, et Céline, ces anciennes collègues avec qui tu dînes n'existent pas. Pas plus que ton alliance à la mise à taille ou tes discussions de club de lecture sur Gustave Flaubert. La prochaine fois que tu décideras de réduire ta vie en cendres, tu ferais bien d'être moins créative avec tes alibis. Je les ai laissés planter dans cette chambre de motel. Céline serrant les papiers du divorce et Damien calculant à quelle vitesse il pourrait prendre ses distances avec la situation. En retournant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Une lucidité totale. La pluie s'était arrêtée. Le panneau néon, chambre libre, a clignoté une dernière fois avant de s'éteindre. Le samedi matin m'apporta la satisfaction d'exécuter une mise à niveau système bien planifiée. Chaque composant s'emboîta parfaitement. Le serrurier est arrivé à cette heure tapante, un homme compétent nommé Monsieur Bernard, qui n'a posé aucune question sur les raisons pour lesquelles j'avais besoin de changer toutes les serrures un week-end. Pendant qu'il travaillait, j'ai parcouru la maison de manière systématique, emballant les affaires de Céline dans des cartons de rangement que j'avais achetés la veille. Ses vêtements, ses bijoux, ses objets personnels, les photographies où elle apparaissait seule. J'ai laissé notre album de mariage. Elle pourrait le réclamer plus tard si elle voulait des rappels de ce qu'elle avait détruit. Maître Leroy m'avait bien préparé. Les comptes bancaires étaient déjà sécurisés. Notre compte chèque commun avait été clôturé le vendredi après-midi, le solde transféré sur un nouveau compte à mon seul nom. Les cartes de crédit de Céline étaient annulées. Sa police d'assurance auto, que je payais, expirait dans 30 jours à moins qu'elle ne prenne ses propres dispositions. Je n'étais pas vindicatif. J'étais méticuleux. À 9 heures, mon téléphone a commencé à sonner. Céline appelait depuis ce que j'ai supposé être le camion de Damien, puisque sa position GPS indiquait qu'elle quittait la zone du motel. J'ai laissé la messagerie répondre. Thomas, s'il te plaît, décroche. On doit parler de tout ça. Je sais que tu es en colère, mais on peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais ça ne veut pas dire qu'on doit jeter 8 ans de mariage à la poubelle. S'il te plaît, rappelle-moi. 12 autres appels ont suivi dans l'heure. J'ai écouté chaque message vocal, analysant sa stratégie. Au début, elle essayait la contrition mêlée à la minimisation. Elle avait fait une erreur. Ce n'était que physique. Elle m'aimait toujours et voulait sauver notre mariage. Au 6e appel, la colère s'est installée. Comment osais-je suivre ses mouvements? Comment osais-je la pister? Qu'est-ce qui me donnait le droit de prendre des décisions unilatérales sur notre mariage? Au 10e appel, le désespoir. Elle avait besoin de vêtements, besoin d'avoir accès à de l'argent, besoin de savoir où elle était censée vivre pendant que nous réglerions les choses. Je n'ai jamais répondu. Le dimanche après-midi, j'ai chargé les cartons dans mon coffre et j'ai conduit jusqu'à la maison des parents de Céline, en banlieue. Daniel et Carole Moreau ne m'avaient jamais particulièrement apprécié. J'étais trop analytique, trop concentré sur les questions pratiques, pas assez émotif pour leur fille. Aujourd'hui, ils allaient apprendre à quel point je pouvais être émotif. Carole a ouvert la porte, son expression passant de la surprise à la confusion en voyant les cartons. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Céline a appelé hier, mais elle était dans un tel état qu'on comprenait à peine. Céline a eu une liaison, ai-je dit simplement. Elle voyait un entrepreneur nommé Damien Girard dans des motels depuis au moins 2 mois. Je les ai surpris vendredi soir. Ce sont ses affaires. Daniel est apparu derrière sa femme, son visage se durcissant déjà. Attendez un peu. J'ai des preuves. J'ai posé le premier carton et tendu à Carole un dossier Kraft. Reçu de carte de crédit, données de suivi GPS, photographie. Céline a choisi de détruire notre mariage. Je choisis de protéger mes biens. Carole a ouvert le dossier, parcourant les preuves avec une horreur grandissante. Les notes de restaurant, les frais d'hôtel, la chronologie que j'avais construite montrant les mouvements de Céline au cours du mois passé. Cela ne veut pas dire que vous devez divorcer, a déclaré Daniel. Mais sa voix manquait de conviction. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une tromperie calculée qui a duré des mois. J'ai posé un autre carton. Elle a inventé des alibis fictifs très élaborés. Elle a acheté de nouveaux vêtements à porteur pour lui.
Elle m'a dit qu'elle essayait de tomber enceinte tout en achetant des préservatifs pour son amant. Carole pleurait maintenant, tenant toujours le dossier de preuve. Où est-elle? Probablement avec Damien, en train d'essayer de trouver quoi faire ensuite. Elle m'a appelé 17 fois depuis hier. Je n'ai pas répondu. J'ai passé les 20 minutes suivantes à décharger les cartons pendant que les parents de Céline assimilaient la destruction du mariage de leur fille. Ils ont posé des questions auxquelles j'ai répondu factuellement. Depuis combien de temps je le savais? Quel était mon plan? Y avait-il une possibilité de réconciliation? Non, ai-je dit à la dernière question. Céline a fait son choix. Elle a choisi Damien plutôt que moi. Elle a choisi le mensonge plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi de risquer tout ce que nous avions construit pour des parties de jambes en l'air dans des motels avec un entrepreneur. Je ne fais que répondre au choix qu'elle a déjà fait. Alors que je m'éloignais de la maison des Moreau, mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. C'est Damien. Il faut qu'on parle. J'ai supprimé le message sans y répondre. Le lundi a apporté de nouveaux défis. Céline avait apparemment passé la nuit de dimanche chez ses parents, car Carole Moreau a appelé mon bureau à 10 heures. Thomas, Céline a besoin d'avoir accès à un peu d'argent, juste pour l'essentiel. La nourriture, l'essence, un endroit où loger pendant que vous réglez ça. Nous ne réglons rien du tout, Carole. Céline a un diplôme universitaire et de l'expérience professionnelle. Elle peut trouver un travail, ai-je répondu. Elle ne peut pas recommencer à zéro avec rien. Je l'ai coupée. Elle n'a pas commencé avec rien. Elle a commencé avec un mari, une maison et un mariage stable. Elle a choisi de tout miser pour une liaison. Parfois, on perd. L'appel de Damien est arrivé mardi soir. J'étais en train de passer en revue des rapports de sécurité réseau quand mon téléphone a sonné, affichant le même numéro que celui qui avait envoyé le texto. Cette fois, j'ai décroché. Il faut qu'on parle, a lancé Damien sans préambule. Non, nous n'avons pas besoin de parler, ai-je répondu. Écoute, mec, je ne connaissais pas toute la situation. Céline m'a dit que vous étiez séparés, pratiquement divorcés même. Et tu l'as cru, ai-je demandé. Elle semblait. Je veux dire, elle était toujours très émotive à ton sujet, disant que tu ne la comprenais pas, que le mariage était fini mais que tu étais trop têtu pour l'admettre. J'ai laissé le silence s'étirer, forçant Damien à le combler. Le fait est que je me suis fait entraîner dans un truc que je ne comprenais pas totalement. Je ne suis pas le méchant dans l'histoire. Tu couches avec la femme d'un autre dans des chambres de motel, Damien. Tu es exactement le méchant ici, ai-je crié. Elle a dit, a-t-il bégayé. Je l'ai coupé. Elle t'a menti, elle m'a menti, elle a menti à ses parents, à tout le monde. La différence, c'est que moi, j'étais marié avec elle. Toi, tu étais juste pratique. Je tiens à elle, a-t-il répondu. Alors tu comprendras pourquoi tu dois rester loin d'elle. Céline fait face aux conséquences de ses actes. Ne fais pas en sorte que ces conséquences deviennent tes conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Le mercredi a apporté le développement le plus satisfaisant. Maître Leroy a appelé pour faire le point sur la procédure de divorce. L'avocat de votre femme veut discuter des conditions d'un accord à l'amiable. Apparemment, elle a engagé Maître Jacques Vasseur. Je connaissais ce nom. Vasseur était spécialisé dans les divorces aux patrimoines élevés, en particulier les affaires où il pouvait dépeindre ses clients comme des victimes de violences psychologiques ou financières. Quel est son angle d'attaque, ai-je demandé. Il prétend que vous avez eu un comportement abusif, surveillant ses déplacements, lui coupant l'accès aux fonds. Prenant des décisions unilatérales concernant les biens matrimoniaux. Il réclame une pension alimentaire temporaire et une garde partagée des biens matrimoniaux jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Une garde partagée des biens qu'elle a contribué à détruire par son adultère. C'est essentiellement ce que je lui ai dit. Nous avons des preuves documentées de l'infidélité. Le suivi GPS était légal. La voiture est immatriculée aux deux noms. Les mouvements financiers étaient des mesures de protection prises après avoir découvert la fraude. Vasseur joue avec une mauvaise main. Le jeudi soir, Céline est venue à la maison. Je l'ai observée à travers le système de sécurité que j'avais amélioré plus tôt cette semaine, alors qu'elle se garait dans notre allée avec une voiture que je ne reconnaissais pas, probablement empruntée à ses parents. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée et a sonné,
puis a frappé quand je n'ai pas répondu. Thomas, je sais que tu es là. Je vois ta voiture. Il faut qu'on parle. Je suis resté dans mon bureau, la regardant via le flux de la caméra. Elle avait l'air différente. Fatiguée, plus vieille, en quelque sorte. La femme confiante et radieuse sur le seuil de ce motel avait été remplacée par quelqu'un qui n'avait visiblement pas bien dormi depuis des jours. Thomas, je t'en prie. Je sais que tu es en colère, mais c'est insensé. On peut surmonter ça si tu acceptes de me parler. Au bout de 10 minutes, elle est partie, mais non sans avoir essayé d'ouvrir la porte arrière, vérifier les fenêtres et tenter d'utiliser la télécommande de la porte du garage que j'avais déjà reprogrammée. Le vendredi a apporté une nouvelle qui a rendu toute cette semaine digne d'intérêt. Maître Leroy a appelé avec une mise à jour qui m'a fait sourire pour la première fois depuis que j'avais trouvé ses préservatifs. Damien Girard avait été agressé devant le Petit Zinc la nuit précédente. Quelqu'un lui avait cassé la mâchoire et 3 côtes. Le rapport de police indiquait qu'aucun témoin ne s'était manifesté et que Girard ne coopérait pas à l'enquête. C'est fâcheux, ai-je dit. En effet. Et le timing est intéressant. Apparemment, Girard s'était vanté de sa relation avec votre femme auprès de certains habitués du Petit Zinc, racontant comment il l'avait volée à son mari coincé. Les gens disent des bêtises quand ils boivent. C'est vrai. Surtout quand ils ne réalisent pas qui pourrait écouter. Le Petit Zinc est un bar d'ouvriers, Mathilde. Beaucoup d'hommes mariés n'apprécient pas d'entendre parler d'histoires d'adultère. Je n'avais jamais mis les pieds au Petit Zinc. Je n'avais parlé de Damien à personne d'autre que lors de notre unique conversation téléphonique. Mais parfois, l'information trouve son chemin jusqu'aux personnes qui savent l'utiliser correctement. Du nouveau sur les discussions d'accord, ai-je demandé. Vasseur recule. Apparemment, la situation de Céline s'est compliquée. Sans Damien comme soutien émotionnel et confronté à la réalité de devoir tout recommencer à 34 ans sans revenu et avec des parents qui sont loin d'être ravis de ses choix. Elle se montre plus disposée à accepter vos conditions. Qui sont, ai-je demandé. Elle récupère ses affaires personnelles et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, aucune réclamation sur la maison ou les comptes de retraite, pas de division des biens acquis pendant le mariage. En échange, vous ne la poursuivrez pas pour l'argent qu'elle a dépensé pour sa liaison. Les frais d'hôtel, les cadeaux, les dîners somptueux qu'elle a facturés sur votre carte de crédit commune. C'est plus qu'équitable. C'est généreux. La plupart des hommes dans votre situation la plumeraient jusqu'au dernier centime. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau avec un nouveau verre de whisky, passant en revue les accomplissements de la semaine. Les affaires de Céline retirées de notre maison. La procédure de divorce progressant à des conditions favorables. Damien Girard apprenant que les actes ont des conséquences. La maison était calme, organisée, efficace, chaque système fonctionnant comme prévu. J'avais résolu le problème. 6 mois plus tard, je dors toujours du côté gauche du lit. C'est une habitude plus qu'un sentiment. 8 ans de mariage créent des schémas qui survivent à la relation elle-même. La maison est restée exactement telle qu'elle était, moins les affaires de Céline et les photographies que j'ai données à des associations caritatives. Je n'ai fait aucun effort pour redécorer ou revendiquer l'espace comme étant exclusivement le mien. C'est simplement ce que c'est, une maison où a vécu autrefois un couple marié, désormais occupé par un homme divorcé qui a appris à ne plus faire confiance sans vérification. Le divorce a été prononcé en février. Céline a signé les papiers sans contestation, ne prenant que ses objets personnels et une voiture que ses parents l'ont aidé à acheter. Elle a trouvé du travail dans une agence de marketing en centre-ville, un poste de débutant, une baisse de salaire importante par rapport à son ancienne carrière, mais c'était un emploi. D'après des connaissances communes, elle a emménagé dans un studio à l'autre bout de la ville et fait de son mieux pour recommencer à zéro. Je ne l'ai pas revue depuis ce jeudi soir où elle se tenait sur notre porche en me suppliant de lui parler. Je n'ai pas entendu sa voix depuis le dernier message vocal qu'elle a laissé, 3 semaines après notre confrontation au motel. Dans ce dernier message, son ton était passé de la colère à la résignation. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, Thomas. Peut-être que je ne mérite pas le pardon. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pas seulement de m'être fait attraper, mais pour tout ça. D'avoir gâché ce qu'on avait pour quelque chose qui ne voulait rien dire. J'ai supprimé le message sans le sauvegarder. Le rétablissement de Damien Girard a pris plus de temps que prévu. Une mâchoire cassée nécessite une opération,
et 3 côtes fracturées ont compliqué sa respiration pendant des semaines. Il a été incapable de travailler pendant 2 mois, ce qui, dans le secteur du bâtiment, signifie la perte de contrat et une réputation entachée. D'après ce que j'ai entendu grâce à des réseaux d'information soigneusement entretenus, Damien a cessé de fréquenter le petit zinc et discute rarement de sa vie personnelle avec qui que ce soit. Parfois, les problèmes se résolvent d'eux-mêmes lorsque la bonne information parvient aux bonnes personnes au bon moment. Je fais des rencontres, bien que de manière décontractée, avec des femmes professionnelles qui comprennent les limites et ne posent pas de questions indiscrètes sur mon précédent mariage. Il y a Sandrine, une conseillère financière que j'ai rencontrée grâce à un réseau professionnel, et Alice, qui gère des systèmes informatiques pour une entreprise du secteur de la santé. Ces 2 relations sont structurées avec des attentes claires et des réévaluations régulières. Je traite les relations amoureuses comme des protocoles de sécurité. Désormais, la confiance nécessite une authentification, une vérification et des audits réguliers. L'accès émotionnel est accordé de manière incrémentielle, avec des privilèges définis et des capacités de surveillance. Ce n'est pas très romantique, mais c'est la romance qui m'avait rendu vulnérable aux tromperies de Céline. Le traceur GPS que j'avais utilisé pour surveiller les mouvements de Céline repose maintenant dans le tiroir de mon bureau, un rappel des précautions nécessaires. J'ai installé des caméras de sécurité autour de la propriété. Pas par paranoïa, mais parce que je comprends que l'information, c'est la protection, que la connaissance évite les surprises, et que les surprises sont la cause de la défaillance des systèmes. Mon activité professionnelle s'est développée. La rumeur se propage dans les cercles professionnels au sujet de ma compétence et de ma discrétion. Des collègues me demandent conseil sur la sécurité personnelle, la vérification des antécédents, la protection des actifs numériques. Je suis devenu connu comme quelqu'un qui comprend comment sauvegarder ce qui compte. Le jeudi soir, je passe en voiture devant le relais du soleil en me rendant à une réunion chez un client de l'autre côté de la ville. Le motel est resté inchangé. Les murs en stuc rose, le panneau « Chambre libre » clignotant, la même aura d'arrangement temporaire et de décision douteuse. La chambre 117 est visible depuis le parking, juste une porte de plus dans une rangée de portes identiques. Parfois, il y a des voitures garées devant, d'autres personnes faisant des choix qu'elles regretteront. Je ne ralentis pas et je ne m'attarde pas sur les souvenirs. C'est simplement un point de repère, ni plus ni moins que n'importe quel autre bâtiment le long de cette portion de route. Céline a tenté de me contacter 2 fois de plus après que le divorce a été prononcé. Une fois par l'intermédiaire de sa mère, pour me demander si j'envisagerais de la rencontrer pour prendre un café afin de discuter et de tourner la page. Une autre fois par l'intermédiaire d'un ami commun de notre ancien cercle social, pour savoir s'il y avait une possibilité de maintenir une amitié. Les 2 demandes ont été déclinées, poliment mais fermement. Le mois dernier, j'ai reçu une information par un contact professionnel indiquant que Céline avait été licenciée de son poste dans le marketing. Des problèmes d'assiduité, selon la source. Trop de jours d'absence, trop d'appels personnels, une incapacité générale à se concentrer sur ses responsabilités professionnelles. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans un magasin de vente au détail, à temps partiel, au SMIC, plus les commissions. L'information est venue sans aucune demande d'action de ma part. Parfois, les gens partagent simplement des mises à jour sur des personnes qu'ils savent que vous avez surveillées. Une courtoisie professionnelle entre personnes qui comprennent la valeur des renseignements à jour. Je n'ai rien ressenti en apprenant les difficultés professionnelles de Céline. Ni satisfaction, ni inquiétude, ni colère résiduelle. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été destinée à devenir après avoir fait ses choix. Le problème de quelqu'un d'autre à résoudre, ou à ignorer. Ce soir, je passe en revue les évaluations de sécurité trimestrielles pour 3 entreprises clientes, mettant à jour les protocoles en fonction des nouvelles menaces et vulnérabilités. Le travail est méthodique, systématique, intellectuellement gratifiant. Les problèmes ont des solutions si l'on comprend les systèmes sous-jacents et que l'on maintient une surveillance adéquate. La pluie a recommencé à tomber, tambourinant contre les fenêtres de mon bureau avec le même rythme que ce soir d'octobre où j'ai découvert des préservatifs dans le sac de ma femme. Mais maintenant, le son n'est que la météo, des conditions atmosphériques qui ne nécessitent ni analyse ni réponse. Je n'ai pas entendu la voix de Céline depuis 187 jours. Je préfère qu'il en soit ainsi. La confiance, je l'ai appris, devrait toujours être assortie de conditions et de vérifications. Même alors, elle reste sujette à des révisions régulières et à une révocation immédiate en cas de preuve de compromission du système. Le whisky a exactement le goût qu'il devrait avoir.
Et voilà, nous avons atteint la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de connaître vos impressions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou que vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte de nouvelles histoires captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur ce bouton s'abonner et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.